Nous allons commencer ce chapitre sur les lois de Newton par des opérations sur les vecteurs force. On va commencer par la somme et la décomposition de force et on va commencer par la sommation de force. Et puisque les forces, ce sont des grandeurs vectorielles, donc on a affaire à des opérations sur des vecteurs et non pas sur des nombres. Alors, nous avons ici trois situations différentes dans lesquelles un corps solide est soumis à deux forces F1 et F2. Alors, on va chercher pour chacun de ces cas le vecteur force F égale F1 plus F2. Alors, dans le premier cas, je vais partir de ce point et je dois représenter d'abord F1. Et je fais une translation de F1 jusqu'à ce point. Ça veut dire une translation, je garde la même direction, même sens et même intensité, ça veut dire même longueur. Et je fais la même chose à F2, mais je dois représenter F2 de telle façon à ce que l'origine de F2 coïncide avec l'extrémité de F1. Alors la force F égale F1 et F2, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Donc voici ce vecteur. Ensuite, le deuxième cas, il est différent du premier, dans lequel les deux forces sont de direction parallèle, mais de sens opposé. Alors, je fais la même chose. Je vais commencer par F1, translation de F1. Ensuite, je fais une translation de F2 de telle façon à ce que je la place de telle façon à ce que son origine coïncide avec l'extrémité de F1, mais je dois respecter le sens de F2. Alors, le vecteur F, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Donc, voici F. Troisième situation un peu plus générale, dans le cas où F1 et F2 ont des directions concurrentes, et pour trouver la force F somme de F1 et F2, je dois d'abord, alors en ce point, je dois représenter F1 par translation. Ensuite, je fais une translation de F2 ici. Et je dois tracer le parallélogramme formé par F1 et F2. Ça veut dire, je trace ici la parallèle à la direction de F1 et ici la parallèle à la direction de F2. Alors, ce parallélogramme, il va me permettre de représenter le vecteur force entre ce point origine et voici son extrémité. Ou bien, je peux représenter F2 ici, par exemple, translater F2 en cette position et donc j'ai F1 plus F2, c'est la force F. Alors F, elle représente, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Et on passe à la décomposition d'une force. Pour cela, nous allons considérer ce cas où on tire sur un corps S par une corde fixée au point A. Alors cette corde, la direction de cette corde, elle fait l'angle alpha avec la direction horizontale. Donc cette corde, elle applique sur le corps S une action qui peut être modélisée par cette force F vecteur. Alors on va essayer de chercher les expressions des projections de F dans un repère OXY. C'est un repère orthonormé de vecteurs unitaires I et J. Alors d'abord, je fais une translation de cette force F et je fais coïncider son origine avec l'origine du repère O. Donc, l'angle que fait avec l'axe OX, parce que l'axe OX ici, il est horizontal, alors l'angle qu'il fait avec cet axe, c'est l'angle alpha. Alors, je vais projeter F sur OX, ensuite sur OY. Alors, je prends l'extrémité de F, je la projette perpendiculairement, vous voyez ici l'angle 90, sur l'axe OX. Alors, j'obtiens cette partie. Alors, ce vecteur, c'est le vecteur Fx, et sa mesure algébrique représente la projection de F sur l'axe OX. Ensuite, je projette l'extrémité de F sur
perpendiculairement à l'axe OY et j'obtiens ce point. Alors, ce vecteur FY, sa mesure algébrique, c'est la projection de F sur l'axe OY. Donc, je peux écrire que F, le vecteur F, c'est la somme vectorielle de Fx et de Fy. Et puisque Fx, c'est un vecteur qui est dirigé selon I, et sa mesure algébrique, c'est Fx, donc je peux écrire que Fx, c'est Fx, mesure algébrique, fois I. De même, Fy est égal à Fy fois J. Alors, je vais chercher Fx et les expressions de Fx et de Fy. Alors, je vais utiliser l'angle alpha. Alors, cosinus alpha. Le cosinus de alpha, c'est la mesure algébrique de Fx divisé par F. Donc, Fx est égal à F cosinus alpha. De même, sinus alpha, c'est le côté opposé, ça veut dire la mesure algébrique de Fy. Donc, c'est Fy sur F. Donc, Fy est égal à F sinus alpha. Alors, j'obtiens F, le vecteur F, je le décompose. Donc, je peux l'écrire sous la forme suivante. C'est F cosinus alpha selon I, plus F sinus alpha selon J. Ensuite, nous allons passer à voir comment faire une somme, la projection d'une somme vectorielle. Alors, nous allons prendre cette somme P plus T plus F1 plus F2 de 4 vecteurs. Alors, d'abord, cette somme, elle peut être soit nulle, soit non nulle. Ceci ne nous intéresse pas pour le moment. Nous allons nous intéresser seulement à la projection. Alors, d'abord, il faut représenter ces 4 forces dans un repère orthonormé O, X, Y de vecteur unitaire IJ. Alors, j'ai ici, par exemple, la force T, elle est portée par l'axe des X, P portée par l'axe des Y, F1 et F2. Alors, d'abord, on n'utilise aucune échelle. Deuxième chose, c'est qu'il faut indiquer pour les forces ou bien pour les vecteurs qui ne sont pas portés par les axes, ici par exemple F1 et F2, il faut indiquer l'angle que fait chacun de ces vecteurs, soit avec l'axe des X, soit avec l'axe des Y. Par exemple, F1, elle fait l'angle alpha avec Y, F2, elle fait l'angle bêta avec X. Ensuite, j'écris ici, alors on va rechercher les coordonnées de chacun de ces vecteurs. Et pour cela, on va d'abord commencer par écrire P égale Px plus I plus PYJ, de même pour T, F1 et F2. Alors par exemple, Tx et Ty, ce sont les projections de T respectivement sur l'axe OX et sur l'axe OY. Ensuite, j'exprime chacune de ces projections. P, je commence par exemple par P. Px. Alors Px, P, c'est un vecteur qui est orthogonal à l'axe des X. Donc, sa projection sur cet axe, elle est nulle. Px égale 0. Py, alors vous voyez que P, elle est portée par l'axe des Y et elle est dans le sens opposé. Donc, Py, c'est une projection négative. Donc, j'écris moins P. Ici, il faut faire attention au signe. Ensuite, T. La projection de T sur l'axe des X, vous voyez que T, elle est portée par l'axe des X et elle est dans le même sens. Donc, c'est plus T. Et Ty, alors T, il est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa projection sur cet axe, elle est nulle. Donc, Ty égale 0. F1. Alors, je commence par F1x. Alors, F1x, voici cette projection. Voici, elle est négative, elle est opposée à l'axe des X. Donc, et vous avez ici l'angle alpha. Donc, c'est moins F1 sinus alpha. Ensuite, F1y, c'est sur l'axe des Y, voici cette projection, elle est positive, et c'est F1 cosinus alpha. F2, sa projection sur X, elle est positive, c'est F2 cosinus bêta. Et sa projection sur l'axe des Y, la voici, c'est moins F2 sinus bêta, parce que ce moins, c'est parce qu'elle est négative, elle est dans le sens opposé à Y. Et pour avoir la projection de cette somme vectorielle, je vais faire la projection sur l'axe des X, ensuite sur l'axe des Y, en faisant la somme des projections de chacun de ces vecteurs. Alors, sur l'axe OX,
la projection de cette somme, c'est Px plus Tx plus F1x plus F2x, donc c'est 0 plus T moins F1 sinus alpha plus F2 cosinus bêta. Et la projection sur OY de cette somme de vecteurs, c'est la somme PY plus TY plus F1Y plus F2Y, donc c'est moins P plus 0 plus F1 cosinus alpha moins F2 sinus bêta. Ensuite, nous allons passer à la notion de système et à la notion des référentiels. On va commencer par les systèmes. Alors là, parce que tout problème de mécanique doit commencer obligatoirement par la définition du système étudié. Alors définir le système étudié, c'est faire le bilan des corps qui le constituent. Il se peut que ce soit un seul corps, ou bien plusieurs, ou bien tout simplement un point matériel. Et ceci parce que, avant de définir, ou bien avant de faire le bilan des forces extérieures qui agissent sur le système, il faut d'abord définir et délimiter le système. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le centre d'inertie G d'un système. Alors, nous avons déjà vu en tronc commun la notion du centre d'inertie G, c'est le point d'un corps, qui suit un mouvement rectiligne uniforme lorsque ce corps est pseudo-isolé. Alors pour déterminer ce centre d'inertie G d'un système, en général, on utilise la relation du barycentre, surtout lorsque le système est composé de plusieurs corps. Alors cette relation du barycentre, elle s'écrit de cette façon. La somme des MI au G est égale à la somme des MI au GI, où MI, c'est la masse de chacun des corps composant le système, et GI, c'est le centre d'inertie de ce corps. Alors, et O, c'est un point fixe quelconque de l'espace. Alors, on écrit cette relation de laquelle on obtient OG égale la somme des MI au GI divisé par la somme des MI. Alors, pour simplifier, pour comprendre l'application de cette relation, on va l'utiliser pour déterminer le centre d'inertie G d'un système composé de deux corps. Alors, le premier corps de centre d'inertie G1 de masse M1 égale M. Le deuxième corps de centre d'inertie G2 de masse M2 égale 2M. On va chercher la position du centre d'inertie G de ce système en appliquant la relation du barycentre. Alors, OG, je vais appliquer cette relation, c'est la somme des MI au GI. Alors, M1 au G1 plus M2 au G2, divisé par la somme des masses, ça veut dire M1 plus M2. Et je vais remplacer M1 et M2 par leurs expressions. OG est égal à M au G1 plus 2M au G2 divisé par M1 plus M2, c'est 3M. Ensuite, je vais simplifier cette relation et elle devient OG égale, je simplifie par M, 1 tiers au G1 plus 2 tiers au G2. Alors, puisque O, c'est un point quelconque de l'espace, je peux considérer O en n'importe quelle position. Alors, pour simplifier cette relation, je vais choisir O confondu avec G1. Donc, dans ce cas, j'aurai O sera remplacé par G1, donc G1G égale 1 tiers G1G1 plus 2 tiers G1G2. Et G1G1, c'est un vecteur nul. Donc, j'obtiens, alors ce terme va disparaître, il reste G1G égale 2 tiers G1G2. Alors, G1G égale 2 tiers G1G2, cette relation montre que G1G2 et G1G et G1G2, ce sont deux vecteurs qui ont même direction, même sens, et le module de G1G est égal à 2 tiers, il est égal aux 2 tiers de G1G2. Ça veut dire que G, il va se trouver entre G1 et G2, et il va se trouver sur cette ligne, sur cette droite, passant par G1 et G2, et tel que G1G, cette partie, cette distance, elle est égale à 2 tiers G1G2. Alors, il reste autre cas particulier, si S est un point matériel, si c'est un point, G, il est confondu avec ce point. Si S est un corps homogène,
En général, G, c'est le centre géométrique de ce corps. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle les repères d'espace et de temps. Parce que pour décrire le mouvement d'un point G dans l'espace, il faut d'abord définir un repère d'espace, OIJK, d'origine O, et ce repère il doit être lié à un solide de référence. Par exemple, lorsqu'on étudie le mouvement d'une voiture, on l'étudie par rapport, en général, on l'étudie par rapport à la Terre. Alors c'est le solide de référence. Et dans ce cas, le repère d'espace est appelé un repère terrestre, ça veut dire il est lié à la Terre. Ensuite, on doit se fixer un repère de temps, ça veut dire un repère qui va donner à chaque position du mobile une date T. Et on doit aussi définir dans ce repère de temps une origine. Ça veut dire, on doit dire par exemple que à l'instant t égale 0, le solide ou bien le mobile se trouve en telle position. Et le référentiel, ce qu'on appelle le référentiel, c'est l'ensemble de ces trois, ça veut dire le repère d'espace, le repère de temps et le solide de référence. Donc pour étudier un mouvement, il faut d'abord définir un référentiel. Et les coordonnées de G, ce sont les projections de G selon les axes du repère d'espace. Par exemple, ici, alors nous avons XG, YG, ZG en général. Par exemple, s'il s'agit d'un mouvement sur un plan, on choisit un repère au IJ, au XY. Alors G, sa projection orthogonale sur X, c'est XG, et sa projection orthogonale sur Y, c'est YG. Alors ce sont les coordonnées de G dans l'espace OIJ. Et ce qu'on appelle le vecteur position OG, c'est tout simplement OG égale XGI plus YGJ. Selon ce cas, dans le cas d'un mouvement dans un repère à 3 dimensions, on est obligé d'ajouter ZG fois K. Et il faut parler aussi de la trajectoire du mouvement. Alors la trajectoire entre deux instants T1 et T2, c'est tout simplement la courbe décrite par le mobile entre ces deux instants. Et après avoir défini le vecteur position OG, nous allons définir le vecteur vitesse de G à un instant T, ou bien ce qu'on appelle la vitesse instantanée de G. Et pour cela, nous allons travailler dans ce repère d'axe OIJK. K ici, il est dirigé, il est perpendiculaire au tableau, dirigé dans ce sens. Voici la trajectoire du mouvement de G, voici le sens du mouvement, et voici la position de G à un instant T et la position de G à un instant T plus delta T. Et voici les abscisses de cette position, les coordonnées, l'abscisse XG de T et l'ordonnée YG de T. G de T plus delta T est là pour abscisse XG de T plus delta T et pour ordonnée YG de T plus delta T. Alors pour définir le vecteur vitesse instantanée, on doit passer par définir le vecteur vitesse moyenne. Alors le vecteur vitesse moyenne VGM entre deux instants T et T plus delta T, il est défini comme ceci. C'est G de T plus delta T divisé par delta T. Ça veut dire ce vecteur divisé par delta T. Et on peut écrire G de T plus delta T en faisant intervenir le point O, origine du repère, qui est fixe. G de T plus delta T, c'est G de T O plus O, G T plus delta T. Je peux aussi écrire au lieu de GO, je peux mettre moins OG. Donc j'obtiens OG de T plus delta T moins OG de T. Donc on obtient G de T plus delta T. Ce vecteur, c'est tout simplement la variation du vecteur position OG. C'est OG à l'instant T plus delta T moins OG à l'instant T. Donc c'est la variation de OG. Donc je peux écrire le vecteur vitesse moyenne VGM comme ceci, delta OG sur delta T au lieu de cette expression.
Et les coordonnées de delta OG, ces coordonnées sont x, alors delta OG, ça veut dire gt, g de t plus delta t. Les coordonnées, ce sont xg de t plus delta t moins xg. Bon, l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est yg de t plus delta t moins yg, et de même pour z. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse vg moyenne. Donc, il suffit de diviser chaque coordonnée par delta t. Donc, on obtient par exemple pour le vecteur vitesse moyenne selon x, xg de t plus delta t moins xg de t divisé par delta t, de même selon y et z. Et pour passer du vecteur vitesse moyenne au vecteur vitesse instantanée, on doit rapprocher indéfiniment g de t plus delta t à g de t. Ça veut dire qu'on doit faire tendre delta t vers 0. Ça veut dire que le vecteur vitesse instantanée s'obtient en faisant la limite quand delta t tend vers 0 de delta OG sur delta t, de la vitesse moyenne entre t et t plus delta t. Et cette expression, ce n'est que la dérivée de OG par rapport au temps. Et les coordonnées de ce vecteur vitesse instantanée, ce sont donc la limite quand delta t de cette expression, quand delta t tend vers 0 de cette expression, et c'est d de x par rapport au temps, c'est la dérivée de x par rapport au temps, et de même pour y et pour z. Donc, on peut écrire Vg de t de la façon suivante. Alors, cette dérivée de dx sur dt, on peut la noter comme ceci, x point. Alors, x point veut dire la dérivée de x par rapport au temps, fois i. De même, y point, fois j, plus z point, fois k. Et x point g, cette expression, la dérivée de x par rapport au temps, elle représente la composante du vecteur vitesse instantanée à l'instant t selon l'axe dx. De même pour y, elle représente vy, ça veut dire la composante de la vitesse instantanée à l'instant t selon y. Et voici ses composantes. Alors voici le vecteur vitesse de g, ce vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Alors voici la projection sur l'axe des x, c'est Vgx ou bien x point g, et voici sa projection sur l'axe des y, c'est Vgy ou bien y point à l'instant t. Nous allons utiliser ce logiciel Avistep pour essayer de chercher une relation entre la somme des forces exercées sur un corps et la variation du vecteur vitesse de son centre d'inertie. Et pour cela, nous allons utiliser cette vidéo du mouvement de chute d'un corps dans le champ de pesanteur. Alors, ce mouvement se fait sous la seule action du poids. Et ça s'appelle une chronophotographie. C'est une technique qui consiste à prendre une succession de photos du corps au cours de son mouvement à des intervalles de temps réguliers et égaux. Mais avant de commencer, on doit étalonner la vidéo, ça veut dire parce que cette règle, elle a pour longueur 1 mètre. Ensuite, nous allons choisir un système d'axes. L'origine ici coïncide, je l'ai prise de telle façon qu'elle coïncide avec le centre du corps au départ, au début du mouvement. Et ensuite, on va marquer les points, les positions des centres d'inertie au cours de ce mouvement. Premier point, deuxième point, troisième, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on observe maintenant, c'est l'allure de la trajectoire du mouvement de G. Voici cette trajectoire.
Et nous allons représenter les vecteurs vitesse. Ceci. Alors, les vecteurs vitesse, le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Et nous allons essayer de représenter la variation du vecteur vitesse entre deux points, par exemple 2 et 4. Ça veut dire la variation du vecteur vitesse au point V3. Et pour cela, avant de commencer ceci, nous allons d'abord voir comment on fait vectoriellement cette différence. Par exemple, ici, nous avons delta V5, c'est V6 moins V4. Alors, pour réaliser cette différence vectorielle, je dois d'abord représenter le vecteur vitesse V4. Il est tangent à la trajectoire. Ensuite, je représente V6, il est tangent à la trajectoire. Et je vais écrire cette expression V6 moins V4 sous forme de V6 plus moins V4. Ça veut dire que je vais ajouter à V6 l'opposé du vecteur V4. Et pour cela, alors je vais d'abord tracer le vecteur V6 au point M5. Donc ça veut dire que je fais une translation de V6 comme ceci. Voici V6 encore, une deuxième fois. Et je vais tracer le vecteur moins V4. Ça veut dire que je fais une translation de V4 et je l'inverse. Donc c'est moins V4. Et je vais faire coïncider l'origine de moins V4 avec l'extrémité de V6. Comme ça, j'aurai V6 plus moins V4. Donc ça va donner le vecteur delta V5. Donc voici delta V5. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Par exemple, V3, ou bien delta V3, c'est V4 moins V2. Alors je vais prendre V4, je vais lui ajouter moins V2. Alors ici j'ai V2, je vais inverser ce vecteur V2. Donc j'ai maintenant V4 plus moins V2. Donc c'est delta V3. Je vais représenter ce vecteur delta V3. Le voici. Donc, approximativement. Ensuite, je peux le représenter directement au point V3. Et je peux faire la même chose dans d'autres cas. Par exemple, delta V12, je vais prendre V13 moins V13 et je vais lui ajouter moins V12. Ça veut dire que je dois faire inverser ce vecteur. Donc j'obtiens le vecteur delta V12. Donc ici j'ai V13 moins V11. Donc je vais obtenir delta V12. Alors voici delta V12. Alors observez que les vecteurs delta V, la variation, ils sont égaux approximativement et leur direction c'est la verticale et le sens vers le bas. Et ces caractéristiques sont les caractéristiques du poids. Ça veut dire de la somme des forces extérieures. Donc, je peux conclure que la somme des forces extérieures est la même direction et même sens que la variation du vecteur vitesse de G. Et maintenant, je vais doubler la durée delta t. Ça veut dire je vais déterminer le vecteur delta V de G entre 1 et 5, par exemple, au lieu de 2, au lieu de le calculer entre 2 et 4. Donc, je vais réaliser la différence vectorielle V5 moins V1. Je vais inverser ce vecteur.
voici V5 plus moins V1. Alors ça va donner ce vecteur delta V de G entre 1 et 5. Donc je vais mesurer sa norme 2,6. Observez, la norme de delta VG entre 2 et 4, 1,34. Ça veut dire que ce vecteur déterminé entre 1 et 5, il est approximativement le double de celui calculé entre 2 et 4. Ça veut dire que si je double le temps delta t, le vecteur delta VG aussi double. Et on peut faire une autre observation. Vous avez ici deux chariots, l'un portant une masse M, l'autre portant une masse 2 fois plus forte que la première, 2M, et ils sont soumis à la même force. Vous voyez ici ces contrepoids, ils appliquent la même force sur chacun des deux chariots. Alors je vais réaliser je vais faire fonctionner l'animation. Alors vous voyez que le premier chariot de masse M, elle a mis le temps 0,61 secondes pour acquérir la vitesse de 2,9 mètres par seconde sur cette distance. Et sur la même distance, et avec la même force, le deuxième chariot de masse 2M, il lui a fallu 0,73 secondes pour acquérir la vitesse 2,3 mètres par seconde. Ça veut dire que le deuxième chariot, qui a une masse plus grande, le double, sa valeur c'est le double de la première, et les doubles de la première, alors ce chariot 2, il a mis plus de temps pour acquérir une vitesse plus faible. Ça veut dire que plus la masse du chariot est forte, plus la variation de la vitesse est faible. Ensuite, nous allons étudier l'effet d'une force sur la variation du vecteur vitesse du centre d'inertie d'un corps. Et nous allons essayer d'établir un lien qualitatif entre la somme des forces extérieures exercées sur un corps et la variation du vecteur vitesse de son centre d'inertie G. Et pour cela, nous avons utilisé une animation qui montre le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Alors dans ce mouvement, la seule force qui est appliquée sur le corps, c'est le poids au cours de son mouvement. Donc on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale au vecteur poids. Alors nous avons montré au cours de l'animation que la variation du vecteur vitesse du centre d'inertie, elle est toujours dirigée, c'est un vecteur qui est constamment dirigé selon la direction du poids, ça veut dire selon la verticale dans ce cas, et dans le même sens que le poids. Donc, on peut dire d'abord que delta Vg, cette variation du vecteur vitesse du centre d'inertie, est la même direction et même sens que le poids, donc que la somme des forces extérieures. Et on peut écrire donc que la somme des forces extérieures, vectoriellement, elle est proportionnelle à delta Vg, et car le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qui est positive. Ensuite, nous avons vu aussi l'effet de la variation du temps de delta t, de la durée delta t, entre laquelle on calcule ce delta Vg. Et nous avons vu que si on double le delta t Vg, il double en intensité. Ça veut dire que pour une somme de forces extérieures donnée, le delta Vg, il dépend de delta t. Donc, on va écrire cette expression sous une autre forme. La somme des forces extérieures est égale à une constante K' positive
fois delta VG divisé par delta T. Ensuite, au cours d'une autre animation, nous avons vu que la masse d'un solide, elle a une influence sur la variation de la vitesse pour la même force appliquée donnée. Et nous avons déduit que l'effet de la somme des forces extérieures sur delta Vg est les deux temps plus faible que la masse du corps est élevée. Ça veut dire que plus la masse du corps est forte, plus la variation du vecteur vitesse de G est faible pour la même force ou bien pour la même somme des forces extérieures. Donc on peut écrire enfin que la somme des forces extérieures, elle peut être écrite sous la forme suivante, c'est M fois delta Vg sur delta T. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle le vecteur accélération du centre d'inertie G d'un corps solide. Alors d'abord, nous allons commencer par définir le vecteur accélération moyenne. Et l'accélération en général et en langage courant, le mot accélération traduit la variation de vitesse d'un corps. Alors l'accélération moyenne, ou bien le vecteur accélération moyenne, AGM, entre deux instants t et t plus delta t, du centre d'inertie d'un corps, il se définit comme la variation de ce vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Ça veut dire Vg de t plus delta t moins Vg de t divisé par delta t. Un exemple pour la détermination graphique de ce AGM, ça veut dire de ce vecteur accélération moyenne de G. Supposons un mobile sur cette trajectoire de centre d'inertie G. Alors G, il se trouve en G1 à l'instant t et en G2 à l'instant t plus delta t. Il est en G1 à l'instant t avec le vecteur vitesse V1 et en G2 à t plus delta t avec le vecteur V2. Alors d'abord, on doit déterminer V2 moins V1 et pour déterminer ce vecteur, cette différence, on doit faire une translation de V1 ici, mais on doit inverser le vecteur V1 pour avoir moins V1. Et on doit faire coïncider l'origine de moins V1 avec l'extrémité de V2. Donc, on aura V2 plus moins V1, ou bien V2 moins V1. Alors, voici ce vecteur qui est V2 moins V1, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et V2 moins V1 divisé par delta t, c'est le vecteur accélération moyenne AGM. Donc l'accélération moyenne, le vecteur accélération AGM, il a même direction et même sens que V2 moins V1. Et pour avoir son module, il suffit de diviser le module de ce vecteur V2 moins V1 par delta t. Alors ici, j'ai un exemple simple, un exemple de mobile sur une trajectoire rectiligne. Par exemple, une voiture qui part avec une vitesse nulle d'un point 1 et arrive en un point 2 à la vitesse 100 km par heure au cours d'une durée delta t égale 20 secondes. Ça veut dire en 20 secondes, sa vitesse a changé de 0 jusqu'à 100 km à l'heure. Alors dans ce mouvement, au cours de ce mouvement, on peut calculer l'accélération moyenne entre les positions 1 et 2 en faisant le rapport V2 moins V1 divisé par delta t, le temps séparant 1 et 2. Et le calcul numérique peut donner 100 10 puissance 3, parce que 100 km en mètres, divisé par heure, ça veut dire par une heure, c'est 3600 secondes, divisé par delta t, ça veut dire divisé par 20. Alors j'obtiens 1,39 et l'unité c'est mètres par seconde au carré, parce que vous avez la vitesse en mètres par seconde et divisé par seconde, ça veut dire mètres par seconde au carré. Ça veut dire que cette voiture, il a parcouru ce trajet de 1 à 2 en faisant augmenter sa vitesse de 1,39 mètres par seconde chaque seconde. Donc c'est un mouvement qui se fait avec une accélération, ça veut dire une augmentation de la vitesse. Le vecteur accélération instantanée.
Alors nous avons défini moyenne, ensuite on passe au vecteur accélération instantanée. Alors l'accélération de G instantanée, le vecteur accélération instantanée de G, c'est delta Vg divisé par delta t, la variation de Vg par rapport au temps, mais pour avoir ce vecteur instantané, il faut faire tendre delta t vers 0. Donc on va écrire la limite quand delta t tend vers 0 de ce rapport. Donc cette écriture, ce n'est que la dérivée de la vitesse du vecteur vitesse de G par rapport au temps. Ensuite, ce vecteur accélération de G, on peut écrire ses composantes dans un repère cartésien, ça veut dire OIJK. Dans ce repère OIJK, nous avons déjà écrit le vecteur vitesse sous la forme suivante: x.gi plus y.gj plus z.gk, où x.y. et z. représentent respectivement les dérivées par rapport au temps de x, de y et de z. Ensuite, AG, alors on va partir de la définition précédente, AG égale dvg par rapport au temps. Donc l'accélération, le vecteur accélération de G, c'est la dérivée de cette somme, il est égal à la somme des dérivées de chaque terme. Donc, et la dérivée de x.i, par exemple, c'est la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de x point par rapport au temps fois i, donc la dérivée de x point par rapport au temps fois i, plus, il faut ajouter parce que fg, la dérivée de fg, c'est f'g fois g'f. Donc je dois ajouter x.g fois la dérivée de i par rapport au temps. Seulement, i c'est un vecteur qui est constant, de même pour i et pour j et k. Donc sa dérivée elle est nulle. Donc le deuxième terme ici disparaît. Ensuite, de même pour y.gj et z. Donc j'obtiens la dérivée de y point par rapport au temps j plus la dérivée de z point par rapport au temps k. Ici, on va noter dx point sur dt, ça veut dire la dérivée de x par rapport au temps, la dérivée par rapport au temps de la dérivée de x par rapport au temps. On va la noter x2 point. Ça veut dire que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Elle est notée d carré x sur dt carré. Donc, x point représente la dérivée de x par rapport au temps et x2 point représente la dérivée seconde de x toujours par rapport au temps. Donc, AG peut être écrite sous la forme, dans le repère cartésien OIJK, elle peut être écrite sous cette forme x2.g, i plus y2.gj plus z2.gk. Ensuite, nous allons décomposer le vecteur accélération instantanée du centre d'inertie G d'un mobile en mouvement dans ce qu'on appelle un repère de freinée. D'abord, considérons le mouvement d'un mobile dont le centre d'inertie décrit une courbe située sur un plan. Alors dans ce cas, l'accélération, le vecteur accélération AG n'est pas collinéaire au vecteur vitesse. Parce que ici, le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc, voici la trajectoire du mouvement. D'abord, on va commencer par définir le repère de freinée. Alors, le repère de freinée, c'est un repère GNU dans lequel l'origine, il coïncide avec G, le centre d'inertie du corps. Ça veut dire qu'il est en mouvement avec le corps. Et N, c'est un vecteur unitaire qui est normal à la trajectoire et dirigé, normal ici veut dire perpendiculaire à la trajectoire, et dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. U, c'est un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement du corps. Et si on décompose AG dans ce système NU, nous avons sur N le vecteur AN et sur U le vecteur AT. Donc AG ce vecteur il peut être écrit sous la forme AN plus AT. C'est une somme de deux vecteurs. Ou AN, ce vecteur il s'appelle le vecteur accélération normale. L'autre, AT, s'appelle le vecteur accélération
tangentielle. Donc le vecteur AG, il a deux composantes, une normale et une tangentielle. Donc on peut écrire que AG est égal à AN fois N plus AT fois U. Ça veut dire les composantes selon N et U. Où AN, l'accélération normale, elle a pour module V carré, la vitesse au carré de G en cet instant, divisé par ρ, où ρ est le rayon de courbure de la trajectoire au point G. Alors le rayon de courbure, par exemple, s'il s'agit d'une trajectoire sous forme d'un cercle, s'il s'agit d'un mouvement circulaire, le rayon de courbure, c'est tout simplement le rayon de ce cercle. Et AT, c'est la dérivée de la vitesse de G, de la vitesse instantanée, par rapport au temps, en cet instant considéré. Donc on peut écrire que AG, le vecteur accélération AG, dont le repère de freinée, il peut être écrit sous cette forme VG au carré divisé par ρ fois N, selon N, plus la dérivée de V, de la vitesse instantanée par rapport au temps, selon U. Ensuite, nous allons énoncer les lois de Newton. Et ce sont trois lois. Alors la première loi de Newton, c'est tout simplement le principe de l'inertie qui est déjà étudié en classe de tronc commun. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe de l'inertie? Ou bien cette première loi de Newton, alors elle s'énonce ainsi. Dans un repère donné, si la somme des forces extérieures vectoriellement, si la somme des forces extérieures est nulle, est un vecteur nul, ceci implique que le vecteur vitesse du centre d'inertie est constant. Et inversement, si le vecteur vitesse du centre d'inertie est constant, ceci implique que la somme des forces extérieures est un vecteur nul. Ça veut dire ici nous avons une équivalence, une implication dans les deux sens. Alors si le vecteur vitesse est constant du centre d'inertie est nul, s'il est constant, ça veut dire que nous avons deux cas. Si ce vecteur vitesse de G est nul, ça veut dire que G elle est au repos dans ce repère. Et si ce vecteur vitesse de G est différent de 0, elle est nulle, alors G elle est dit en mouvement rectiligne uniforme. Et ce principe de l'inertie, il s'applique dans un type de repère qu'on appelle un repère galiléen. Ça veut dire, autrement dit, un repère galiléen, c'est un repère dans lequel on peut appliquer le principe de l'inertie ou bien la première loi de Newton. Ensuite, il y a la deuxième loi de Newton. Et on va partir de la relation que nous avons établie avant, d'après une animation précédente. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois la variation du vecteur du centre d'inertie, du vecteur vitesse du centre d'inertie G par rapport au temps. Alors, dans cette relation, lorsque delta t tend vers 0, elle devient instantanée, ça veut dire applicable à un instant donné t. Et dans ce cas, elle devient la deuxième loi de Newton et il s'écrit la somme des forces extérieures est égale à la masse du corps fois l'accélération instantanée. Donc la somme des forces extérieures est égale à MAG. Et cette relation, cette loi, elle s'applique dans un référentiel galiléen. Et M, elle représente la masse totale du système étudié. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Et cette troisième loi de Newton, on l'a vu en tronc commun sous le nom du principe des actions réciproques. Alors, si nous avons deux corps A et B quelconques, si A exerce une force sur B, FA sur B, vecteur, alors B exerce une force sur A, FB sur A, vecteur, tel que ces deux forces sont opposées de même intensité et de même direction.
Donc mathématiquement, on peut écrire les deux vecteurs, on peut relier les deux vecteurs par la relation FA sur B égale moins FB sur A. Et ceci, il est vrai quel que soit l'état de mouvement ou bien de repos de A par rapport à B. Ensuite, nous allons considérer le cas particulier d'un système soumis à l'action de plusieurs forces dont la somme est un vecteur constant. Alors, on va déterminer d'abord le vecteur accélération. Et on va noter cette somme de vecteurs auquel est soumis le corps est égale à F, tel que F, c'est un vecteur constant. C'est la somme des forces extérieures. Alors, dans un repère galiléen, entre deux instants T1 et T2, entre lesquels cette somme est constante, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à MAG. Donc, cette somme des forces extérieures, c'est F, donc est égale à MAG. Donc, l'accélération du centre d'inertie est égale à F divisé par M. Alors, observons que si la somme des forces est constante et M est constante, donc le vecteur AG est un vecteur constant. Alors, dans ce cas, on dit que le mouvement est uniformément varié. Et s'il est uniformément varié, il peut être soit uniformément accéléré, dans le cas où le vecteur accélération de G scalaire le vecteur vitesse de G est positif. Il est uniformément retardé si le vecteur accélération de G scalaire le vecteur vitesse de G est un nombre négatif. Alors en pratique, les mots accéléré, retardé veulent dire, par exemple, lors du démarrage d'une voiture, sa vitesse augmente avec le temps. C'est un mouvement accéléré. Lors d'un freinage d'une voiture, la vitesse du véhicule diminue avec le temps. C'est un mouvement retardé. Et pour le démontrer, il faut calculer le produit scalaire entre l'accélération et le vecteur vitesse de G et voir son signe. Alors pour calculer ce produit scalaire, AG scalaire VG, c'est le module de AG fois le module de VG, cosinus de l'angle entre les deux, A et V. Alors ici, vous avez deux cas, on peut se trouver avec deux cas. Si l'angle alpha entre les deux, si l'angle entre A et V est entre 0 et pi sur 2, le cosinus il est positif, donc le produit scalaire est positif et le mouvement il est accéléré. Si l'angle est entre pi sur 2 et pi, le produit scalaire, le cosinus il est négatif et le produit scalaire est négatif, donc le mouvement est retardé. Ensuite, nous allons parler du choix du référentiel dans lequel on étudie le mouvement. Parce que chaque fois qu'on veut appliquer les lois de Newton, on doit choisir un repère qu'on appelle repère galiléen. Alors pour comprendre ceci, on va voir l'exemple d'un repère qui est non galiléen, ça veut dire donc dans lequel on ne peut pas appliquer ces lois. Alors prenons l'exemple d'un bus en mouvement accéléré, ça veut dire sa vitesse augmente. Voici le sens du mouvement. Dans ce bus, il y a une personne et un pendule accroché au plafond du mur. Un pendule, c'est un fil, tout simplement, auquel on accroche une masse, une bille, par exemple. Alors, lors de ce mouvement accéléré, on peut observer que le pendule ne reste plus vertical, mais il s'incline vers l'arrière. Contrairement à ce qui se passe lorsque le mouvement est retardé, ça veut dire lors d'un freinage. Le pendule va s'incliner vers l'avant. Alors cette personne, elle cherche à étudier le mouvement ou bien le repos de ce corps. Alors il va écrire que la somme des forces extérieures est égale à P plus T parce que cette masse, ce corps, il est soumis à l'action de son poids et de la tension du fil. Alors P plus T, c'est la somme des forces extérieures. Cette somme des forces extérieures n'est pas nulle parce que P et T ne sont pas collinéaires, ne sont pas opposés. Donc
P plus T, c'est un vecteur non nul. Alors cette personne, elle est en train d'étudier le mouvement ou bien le repos de cette masse. Elle va écrire la somme des forces extérieures est égale P plus T est différent de 0. Mais par rapport à cette personne qui est liée au bus ou bien par rapport au bus, cette personne voit le corps immobile. Donc, qu'est-ce qu'elle va écrire? V de G égale 0 et l'accélération de G égale 0. Alors, ce qui est contradictoire, parce que la somme des forces, selon la deuxième loi de Newton, la somme des forces est différente de 0. Donc, l'accélération, le vecteur accélération de G, il doit être différent de 0 parce que la somme des forces est égale à ma. Donc, il ne peut pas appliquer la deuxième loi de Newton. Aussi la première loi, parce que si la somme des, ou bien si le vecteur vitesse de G est nul, la somme des forces extérieures doit être nulle. Donc, ni la première loi, ni la deuxième ne peuvent être appliquées dans ce repère qui est ce bus en mouvement qui est varié, soit accéléré ou bien retardé. Donc ce bus constitue un repère, un exemple de repère non galiléen.